Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent, qu'on soit femme ou homme. Aujourd'hui, on va parler de famille, on va parler d'éducation, on va parler de père, de mère, on va parler de coaching conjugal et on va aussi parler de bien-être. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme. 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 Femme, 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 femme. Moi, pendant le générique, j'essaie de détendre l'atmosphère. Voilà, parce que pour certaines, ça fait longtemps qu'elles ne sont pas venues sur un plateau de télé, n'est-ce pas, Marie-Michel? Oui, oui, tout à fait. Voilà, mais ça va bien se passer. Oui, bien Il faut sûr. pas stresser. On est entre nous, entre femmes, c'est ça, c'est pas ça. Pas ni poubelle. Yvelise. Nous là, Voilà. nous Voilà. l'attaque. Alors, en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à vous recevoir. Oui. On échange un petit peu en amont. Merci Oui. d'être là et je sais que vous venez du sud de la Martinique. Donc, c'est pas tout près, tout près. En tout cas, merci. Du Nord aussi. Et du Nord aussi. Ah, du Nord aussi, oui, du Nord aussi, bien sûr. Je vous laisse vous présenter. Donc, je n'ai pas dit qui étaient mes invités, mais je perds la mémoire là. Donc, à ma droite, il y a Yvelise Pastel. Et à ma gauche, il y a Marie-Michel Hilaire. Voilà. On commence par toi, Yvelise. Est-ce que tu peux te présenter? Il y a pas de Qui souci. es-tu? Je suis Yvelise Pastel, comme effectivement tu as annoncé, Barbara. Je suis de Rivière-Pilote, commune de Rivière-Pilote, quartier Josso. Donc, à Tchéna, ça, hein? Ah ben ouais, c'est très important. On me l'a rappelé, toutes les personnes qui ont l'occasion d'approcher mes ouvrages précisent bien que tu es du quartier de Josso-Rivière-Pilote. Donc voilà, c'est fait, c'est dit. Voilà. Et donc, j'ai un parcours très centré sur le social pendant fort longtemps. La gérontologie au niveau de l'éducation, au niveau de la famille. Et ensuite, j'ai centré tout un point de ma vie sur les personnes en difficulté, où j'étais amenée déjà à approcher des problèmes familiaux. Voilà. Donc ça m'a amenée à faire une formation de conseillère conjugale et familiale de manière à pouvoir avoir plus de compétences, on va dire, pour pouvoir accompagner. Je suis plus de l'accompagnement familial, accompagnement parental. Voilà. J'ai eu l'occasion également de faire une formation au niveau du management. Voilà, puisque là aussi, je me suis retrouvée pendant très longtemps à coordonner des actions de formation et d'animation. Donc, il était nécessaire que, là aussi, acquérir des compétences pour pouvoir bien réaliser. Absolument, voilà. Et puis ensuite, je me suis retrouvée à écrire parce que tout le temps, ou plus de 40 ans, on va dire, malgré mon apparence de jeune. C'est vrai, on peut lui faire le compliment. Hein. Oui, merci beaucoup. Et donc, il était effectivement nécessaire déjà d'entendre, d'écouter les appels, les demandes, de pouvoir écrire, quoi. Voilà, parce que je n'étais pas forcément destinée à l'écriture. Mais on m'a souvent dit, tout ce que tu fais, c'est bien. Tu donnes des conseils, quoi, tu accompagnes les familles, donc voilà. Tu as marqué. Voilà. Avec donc des ouvrages, on va les présenter. Voilà. Donc le dernier, c'est ça, Prendre soin de soi. En fait, c'est l'introduit. Ok, c'est introduit. Voilà, c'est l'introduit. Donc tu vas nous dire, le dernier, c'est celui-là? C'est celui-ci. C'est celui-ci. Le premier, deuxième. Voilà, Barbara, tu n'as pas révisé. Hein. Donc, alors 2016, donc... voilà. Éduquer un rôle noble, guide pour tous. Donc, c'est des fiches pratiques. On va revenir dans le détail, enfin plus ou moins dans le détail sur les ouvrages. Donc, prendre soin de soi. Pour bien prendre soin. Se sentir bien pour prendre soin des siens, comprendre et agir pour son bien-être. Voilà. Très bien. Et puis, Yvelise Pastel, donc bâtir son couple sur le roc. Là, on rentre donc dans la problématique du couple. Et donc, à la suite de Éduquer un rôle noble, avec une préface de Monseigneur Macaire. Voilà. Donc, ce sont des témoignages de jeunes amoureux, fiancés, couples en cheminement. Entre autres choses, voilà. Et donc là, aujourd'hui, tu es de passage en Martinique, tu vis pas ici, c'est ça? Voilà, absolument. Tu vis ici? Non. Non, je vis à Paris et je suis revenue, enfin, comme je fais chaque année, pour la promotion des ouvrages et ça me permet aussi de rencontrer des personnes. C'est extrêmement important de pouvoir rencontrer, discuter, écouter, accompagner. Et ensuite, ça revenir sur le terrain pour entendre les désirs et les besoins, ça permet effectivement de renforcer une démarche et revenir avec d'autres écrits, d'autres supports. D'accord. Parce qu'il faut toujours continuer à... On va revenir sur ces ouvrages-là. Marie-Michel, je te laisse te présenter.
Oui, donc je suis Marie-Michèle Hilaire, donc je suis actuellement retraitée depuis quelques années. J'ai travaillé essentiellement en tant qu'assistante sociale dans les établissements scolaires pendant pas mal d'années. Et c'est de là que m'est venue la nécessité, je dirais, de comprendre les familles au niveau de ce qui se passe. Et puis, parallèlement à mon métier, j'ai fait des études de psychologie. Et sans que je m'en sois vraiment rendu compte, j'ai eu besoin d'étudier les familles en Martinique et de comprendre un peu les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer et surtout aussi, dans les dernières années de ma carrière professionnelle, de porter des réponses concrètes pour que les familles se portent mieux et que les élèves se portent mieux. Tu es un petit peu modeste, il me semble. Tu as un doctorat de 3e cycle de psycho. Oui, mais c'est un diplôme. C'est un diplôme, mais c'est un diplôme qui notamment t'a amené à faire des recherches. Oui. C'est-à-dire que ce que tu dis, moi j'ai parcouru et lu tes ouvrages, oui. Et notamment celui-ci, donc Martinique, famille, enfants et société. Famille, enfants et société, donc voie tropicale. C'est un ouvrage qui part en 2003, donc oui. C'était ta thèse, c'est une partie de ta thèse. Alors non, c'est-à-dire que c'est ce livre, je l'ai écrit au départ en pensant aux étudiants en psychologie qui, comme moi, s'intéressaient à la société martiniquaise ou antillaise. Et parce que moi, j'ai eu l'occasion pendant mes études de chercher un petit peu à droite et à gauche des sources, des moyens d'argumenter. Donc, ce n'est pas une partie de ta thèse? C'est une partie de la thèse, mais ce n'est pas la thèse intégrale. Oui, c'est ce que je dis, c'est une partie. Donc, oui, comme tu me dis non, c'est une partie de ta thèse. C'est à partir de la thèse que j'ai écrit cet ouvrage en me disant que les étudiants n'auraient pas à refaire le chemin d'aller à droite et à gauche. À l'époque, les moyens d'accès étaient essentiellement les bibliothèques universitaires à droite et à gauche. Hein. Non, mais j'insiste sur ça parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on parle beaucoup, oui. et souvent on émet des opinions. Oui. Et alors, toi, ton travail sur l'éducation, enfin sur la famille, sur les enfants, sur le point de vue là en fait de départ, le centre c'est l'enfant. Oui. Et donc pour parler de l'enfant, tu as parlé de la famille, mais oui. tu es parti, mais tu as fait de la recherche. Oui. C'est une approche tout à fait scientifique avec oui. une population. Ça s'est passé donc en 85, il me semble. Oui, j'ai soutenu la thèse en 1985. Voilà, mais avec des groupes, des sous-populations. Quand tu étudies la famille, par exemple, tu étudies la structure de la famille. Donc il y a une approche qui est historique, mais une approche qui relève de l'observation et puis de la recherche scientifique, quoi. Oui, parce que j'avais effectivement le choix et j'ai eu la chance d'avoir un professeur d'université qui m'a vraiment soutenu à distance, hein, parce que moi j'étais en Martinique, elle était en France, c'est Madame Castellan, qui elle aussi avait écrit un que sais-je sur la famille. Donc elle était, je pense, intéressée de découvrir les familles martiniquaises. Et elle m'a vraiment encouragée. Marie-Michèle est très modeste, vraiment. Tu as vu comment elle se met derrière Mme Castellan maintenant. En tout cas, on ne va pas que parler de cet ouvrage, mais ce que je voulais dire, c'est que tu as étudié, donc c'est vrai que la famille, c'est un thème central aujourd'hui, de notre actualité. Oui. C'est vrai que cet ouvrage date un peu, donc on va peut-être venir tout à l'heure sur les évolutions, mais je pense qu'aujourd'hui, il est important de parler de méthode. Tu vois, tu n'as pas écrit un bouquin de 200 pages pour émettre des opinions. Ouais, c'est bien, c'est pas bien. Non, non. Oui, tu as travaillé, tu as parlé de groupes et de familles. En fait, tu as étudié notamment ta population en fait, de recherche. C'était dans le nord de la Martinique, une commune de 8000 personnes, un groupe de 64 enfants, 32 filles, 32 garçons, avec des sous-catégories, famille avec le papa, sans le papa éloigné, etc. Et un certain nombre de conclusions tirées dont on peut se demander si elles sont encore valables aujourd'hui. Oui. Mais bon, ça trace quand même un chemin sur une compréhension basée sur des faits et sur de la recherche scientifique. Ce sur quoi j'insiste assez régulièrement dans cette émission, en fait. C'est pour ça. Oui, c'est ça, d'accord. Oui. D'accord, vu comme ça. Parce qu'en fait, pour moi, ça me semble évident que pour trouver des solutions, il me fallait comprendre. Voilà. En base de travail social, on fait un diagnostic social, mes collègues assistantes sociales le savent bien, on recueille des données, on analyse ces données, on fait un diagnostic et à partir de là, on émet une hypothèse d'intervention. Tout à fait. Et là, quand j'ai découvert des familles, un enfant qui me dit j'aime mon père, mais je ne sais pas où il est, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire là? Et puis tu es assistante sociale, et donc tu as travaillé en milieu scolaire, en essayant d'apporter des réponses aussi. À des problèmes, entre guillemets, des problématiques. À ce stade, je vais citer l'autre ouvrage qui est Échanger des savoirs à l'école. Là encore, c'est quelque chose d'extrêmement pratique.
Voilà, qui relève de la recherche, de l'expérience aussi, de l'expérimentation. Et on va rentrer aussi sur des... Voilà. Peut-être sans entrer dans le détail, mais on va en parler aussi de ça. cette Alors cet ouvrage-là, c'est un ouvrage collectif. Hein. Donc moi, j'ai été sollicitée par Claire Hibert-Suffren, qui a créé avec son époux la démarche des réseaux d'échange réciproque de savoir en France, à Orly, il y a 50 ans déjà. Et quand j'ai découvert cette méthode, cette pratique, c'est vrai que ça m'a tout de suite... ouverte, enfin, montrer des chemins, des choses simples qu'on pouvait faire. Et quand j'ai pu pratiquer dans certains établissements avec l'autorisation des chefs d'établissement, je reste toujours encore émerveillée de voir les effets qui se sont produits au niveau de certains enfants, au niveau de... Non, c'est une démarche qui est vraiment très, très enrichissante, très stimulante et qui mérite d'être diffusée. Voilà. En tout cas, mesdames, on va continuer. Donc, on va parler d'éducation, de famille, de couple, et avec vous, bien entendu. Mais on fait le premier stop de l'émission, Focus. Dans Focus, je veux vous montrer la bande-annonce d'un film. Ça s'appelle La Nuit du 12, qui a été présenté à Cannes au dernier festival. Pardon. Donc c'est un film de Dominique Moll avec Bastien Bouillon et Bolli Lanners. On regarde la bande-annonce. Vous faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre? Est-ce que Clara avait des ennuis? Elle tombait facilement amoureuse. Je voulais toujours que je sorte le grand jeu, elle faisait la princesse. Elle aimait bien mon côté animal. On baisait fort. Tu sais de quoi elle est morte, Clara? Elle a été brûlée vive. Moi, je trouve quand même que ça sent la punition. La jalousie, c'est un levier énorme. On fait un boulot bizarre quand même. On interroge les gens, on fouille dans leurs affaires, on écoute leurs conversations et on écrit des rapports. Des rapports et des rapports. C'est ça. On combat le mal en rédigeant des rapports. Clara avait 21 ans. C'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il faut pas s'en occuper. Quand on trouve pas dans les premières semaines, ça devient très difficile. En tout cas, c'est toujours les femmes qu'on fait brûler. À commencer par Jeanne d'Arc et puis toutes les sorcières. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement les hommes qui sont censés les résoudre? Je sais pas. C'est quoi cette obsession à vouloir cramer les filles? Pourquoi vous êtes tous à fantasmer là-dessus? Vous voulez savoir pourquoi ils avaient tué? Moi je sais, je vais vous dire. À la PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui le hante. J'en peux plus de tous ces connards. Ça me rend haineux. Elle se met à vous tourner dans la tête jusqu'à l'obsession. Arrête, ça vous bouffe de l'intérieur. Maintenant! Arrête-toi! Ça vous dévore. C'est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. Ça donne envie, hein? Non? D'aller jusqu'au bout. Oui, de voir le film. Alors, c'est la bande-annonce, je ne l'ai pas vu. Voilà, j'aimerais bien le voir. Mais en tout cas, ce film parle de féminicide. Et donc, il commence en fait en annonçant qu'on va pas retrouver le meurtrier. Ah bon. De Clara, donc qui a été tuée manifestement parce que c'est une femme. Et là, ça télescope l'actualité, puisqu'il n'y a pas si longtemps avant l'enregistrement de cette émission, samedi dernier, une femme de 54 ans a été tuée à son domicile, manifestement, par quelqu'un qu'elle connaissait. En tout cas, on dit que c'est son amie, donc Marie-Joseph Regard, donc à qui on veut rendre hommage. Et ça nous rappelle aussi notre histoire de meurtre de femme, hein, de Léla La Violette, dont on a beaucoup parlé ici. C'était le 18 septembre 2017. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est vrai que c'est grave. Féminicide, c'est un mot qui est rentré dans le vocabulaire, qui a eu au début, il y a des gens qui contestaient ça. Mais en fait, ce que dit ce film et ce que disent certains crimes, c'est que les gens qui sont tués le sont parce que ce sont des femmes. C'est pour ça qu'on parle de féminicide. Peut-être Yves-Lise, qu'est-ce que ça peut t'inspirer? Déjà, c'est une façon que je mène depuis assez longtemps et où je me dis qu'il y a un contentieux entre hommes et femmes. Et voilà. Et de quoi il relève ce contentieux? Justement, de l'histoire. Moi, je parle déjà de l'histoire, de l'éducation. Voilà. Histoire personnelle, histoire familiale, histoire sociétale. Voilà. Et puis l'histoire, on ne peut pas ne pas en parler. L'esclavage, tout ça est passé par là. Voilà. Et c'est pas réglé.
la relation homme-femme n'est toujours pas réglée. Alors comment on considère l'autre, justement, quel est le rapport qu'on a à l'autre? Déjà le rapport à soi, le rapport à la femme, le rapport à l'homme. Et là, manifestement, c'est un rapport de domination, c'est un rapport qui veut être un rapport de domination, où on dit, voilà, dans ce cas-là, je vous dis, je n'ai pas vu le film, mais globalement, ça peut être, tu m'appartiens, tu n'as pas le droit d'avoir ta propre volonté, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas autrement. Alors, ça s'exprime de façon radicale dans le féminicide, donc je t'élimine, parce que tu ne m'appartiens pas, etc. Ou alors je veux que tu fasses. Comment ça se pose, cette question de cette incompréhension? Moi, je parle d'incommunication entre nous deux, entre les hommes et les femmes. Oui, alors je pense que la question de la communication entre hommes et femmes, elle n'est pas permanente, mais de fait, à quel moment ces personnes se rencontrent, de fait, pour partager. Dans les familles, quelquefois, les garçons avaient des rôles, les filles avaient d'autres rôles. À l'école, pendant longtemps, maintenant c'est plus le cas, à l'école, il y avait les garçons, il n'y avait pas la mixité. Maintenant, il y a la mixité, mais il y a toutes les représentations que les uns ont des autres. Donc les hommes ont une représentation de la femme a une représentation des hommes. Et puis par-dessus tout ça vient s'ajouter l'histoire familiale de chacun, la façon dont les personnes ont été considérées dans leur famille en tant que personnes. Et aussi ce qu'ils ont appris du respect de l'autre, du respect de la vie, des valeurs. Donc il y a tout ça qui se joue, je pense, dans ces drames. Parce que on a beau dire les sociétés dites modernes, on a mis l'accent essentiellement sur le matériel, sur le mais l'être humain, la richesse de l'être humain, l'importance d'une vie humaine, l'importance de la qualité de la relation. À quel moment on apprend à entrer en relation les uns avec les autres? À quel moment on apprend à communiquer les uns avec les autres, à s'accepter mutuellement? À dire aussi ses souffrances. Oui. Parce qu'on va peut-être y venir tout à l'heure. C'est le travail que tu mènes d'ailleurs. Vivre mieux, le bien-être, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que tout repose sur le non-dit, une incommunication, enfin un manque de communication ou d'expression de la souffrance en fait. Bien sûr. De la souffrance. De la souffrance. Et puis des malentendus. Je sais qu'actuellement en Martinique, mais ailleurs aussi existe des médiateurs familiaux et qui ont un rôle important. Parce que quand les gens sont en conflit après une séparation, l'un accuse l'autre, l'un ne veut pas entendre parler de l'autre. Or, souvent, il y a des enfants au milieu. Et ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et quand les personnes acceptent d'aller en médiation, et ça, moi, une médiatrice m'en parlait, il y a des malentendus. L'un pense que l'autre avait dit, etc., etc. Et quand les gens peuvent dépasser ces malentendus, ils arrivent à trouver un terrain d'entente et donc à s'accepter et accepter la situation de séparation ou de conflit ou de questions d'argent, enfin toutes les questions qui peuvent se poser dans des couples, quoi. Parce que le plus souvent, parce que effectivement, quand je fais l'accompagnement, ce sont des situations, je pourrais dire, minimes, qui pourraient nécessiter simplement une communication bienveillante, se parler, voilà. Eh bien, c'est pas toujours évident parce que si on n'a pas appris, effectivement, il faut apprendre. Si on n'a pas appris à communiquer, c'est le rapport à soi et à l'autre, à apprendre à regarder l'autre différent de moi, et avec qui il y a toute sa composante, sa personnalité, etc. Quel est le respect que j'ai déjà pour moi-même et pour l'autre. Mais il y a dans le féminicide, sans connaître le film, il y a deux choses, effectivement. Il y a la question de la communication, et puis il y a la question de l'éducation à la différence, à l'acceptation de la différence. Parce que là, dans le cas, quand on parle de féminicide, c'est je te tue parce que tu es une femme. Oui, parce que tu es une femme et que tu ne réponds pas à ce que moi je considère que tu devrais faire. Sauf qu'il faut et c'est le travail aussi des organisations familiales ou féministes, qui disent, voilà, il faut que cette éducation-là soit faite, que les garçons et que les mères, d'ailleurs, fassent faire la différence à leurs enfants. Parce que tu es une femme, parce que aussi j'ai une blessure peut-être qui vient de ma mère, qui vient d'une copine, qui vient de l'autre. Voilà, c'est une blessure qui n'a pas forcément... Voilà, qui n'a pas été regardée, voilà, on n'a pas identifié cette blessure-là. Et ça se propage sur la femme. Voilà. Et cela nécessite aussi qu'on puisse s'arrêter pour pouvoir se dire que l'autre n'est pas une chose, ne m'appartient pas. Voilà. L'autre doit exister par lui-même, quoi. Et puis moi, je pense que dans les sociétés en général, peut-être que maintenant on commence à en prendre conscience, puisque les connaissances avancent et puis on se rend compte qu'à quel moment on apprend à s'aimer.
Oui, ou à quel moment on parle l'amour? Dans les familles, à quel moment? C'est vrai qu'il y a des familles où il y a des liens, mais en tout cas dans notre société martiniquaise pendant longtemps, très peu de parents disaient je t'aime à leur enfant. Très peu. C'est vrai. Alors gardons l'idée, parce que là on est déjà sur le débat de tout à l'heure, donc jingle, focus, on continue sur cette idée-là. C'est ça. Oui, on reste sur cette idée-là, effectivement, parce que c'est vrai que l'extrait de Focus est au cœur finalement de ce dont on parle. Oui. Donc tu dis Marie-Michel, à quel moment on s'aime? Oui, on apprend à s'aimer. On apprend à s'aimer. À quel moment on dit qu'on s'aime aussi? Moi, j'ai coutume de dire, on parle beaucoup, on est une société très bavarde, mais on ne dit pas réellement les choses, en fait. Oui. On peut se retrouver dans des assemblées familiales, on parle, et puis à quel moment tu dis, ah, mais j'ai mal au cœur, j'ai un problème, j'ai ceci, je suis malheureux. On ne dit pas ça. Alors, ça ne se fait pas. Oui, mais je pense que ce n'est pas seulement dans notre société. Hein. Non, mais ça crée des situations. Ça crée des malentendus, ça crée des a priori, ça crée des reproches quelquefois qui ne sont pas fondés. Parce qu'il y a aussi derrière tout ça, je pense, la question de la reconnaissance. Notre société s'est construite dans la souffrance, dans la douleur, dans le rejet, l'humiliation. Bon, on ne va pas faire la liste de tous les drames. Et l'expression nègre ni mauvais manière. Et ça se transmet. Ça se transmet de façon inconsciente. Parce que quand on soi-même, on ne s'aime pas, c'est difficile d'aimer les autres et de pouvoir leur témoigner de l'affection et de pouvoir, même quelquefois on s'apprécie, mais ça demande tout un cheminement pour arriver enfin à se dire, bon, ben, je peux dire ça. J'accepte de dire et j'accepte de montrer. Alors, il y a nos parents, nos grands-parents avant ne disaient pas, mais ils témoignaient. Ils faisaient des actes dans la vie quotidienne. Il y avait des petits cadeaux. Quand il n'y avait pas des petits cadeaux, il n'y avait pas forcément des gestes où les enfants étaient pris dans leurs bras, etc. Sauf les bébés peut-être. Mais après, à partir d'un certain âge, bon, ben, tu te débrouilles. Hein, la vie, il faut être dans la vie, dans la société, quoi. Mais alors, je pense à quelque chose, peut-être que ça va vous paraître anecdotique, mais aujourd'hui, il y a des maladies qui sont très répandues chez les personnes âgées. Oui. Et toi, tu parles par exemple du rôle des grands-mères, et je suis sûre que toi aussi, avec les gens les grands-mères ont un rôle, les grands-parents ont un rôle. Les grands-mères dans la transmission, dans l'éducation. Oui. Dans le fait qu'on dise je t'aime, par exemple. Si les mamans ne disaient pas je t'aime, peut-être que les grands-mères disaient à leurs petits-enfants doudou, doudou. Oui, elles témoignaient en tout cas. Aujourd'hui, on a des maladies comme Alzheimer, où ces choses-là s'expriment moins aussi à cause de la maladie. Oui. C'est vrai ou pas? Et alors, on peut se retrouver. Je veux dire, il y a des choses qui se rajoutent au fait qu'on est dans cette difficulté à se dire, à dire l'affection, à manifester l'affection. Oui. Donc ça aussi, ce sont des choses qui évoluent en tout cas. Je vois que dans les nouvelles générations, quand même, les relations entre parents et enfants, il y a plus de contacts, il y a plus de liens, d'échanges aussi. On voit des jeunes enfants déjà très, très à l'aise à communiquer avec leurs parents et puis même avec les adultes en général parce qu'ils ont cette liberté qu'il y a 40 ans ou 50 ans, les enfants étaient d'un côté, les adultes de l'autre. C'était des mondes parallèles. Tu es d'accord avec ça, Evelyne? Je suis d'accord avec ça et je vais tout de même dire, malgré effectivement cette évolution heureuse, mais on est tout de même, on a été rattrapé par la technique. Par tous les réseaux sociaux qui font qu'il y a ce désir effectivement de communication, mais en même temps il y a cette séparation. Par exemple, nos parents ne maîtrisent pas toutes ces techniques-là et ça crée une sorte de fossé entre les générations. Voilà. Donc, un désir de communication, un désir de rapprochement, mais en même temps, donc il faudrait peut-être aller au-delà de ces réseaux sociaux qui séparent pour faire en sorte qu'on puisse se rencontrer. Vous diriez qu'aujourd'hui, la famille de 2022 va mieux et se porte mieux que la famille des années 90, avec ces nouvelles technologies, avec cette mondialisation qui rentre chez nous, qui nous amène peut-être d'autres cultures, qui changent nos modes de fonctionner? Moi, je ne pense pas tellement à la technologie, je pense simplement au niveau du dialogue dans les familles. On va mieux ou pas? Oui, ça va mieux. Je pense que les parents d'aujourd'hui, en tout cas ceux qui ont les jeunes parents de la quarantaine, ont une liberté de parole et les enfants aussi. Les enfants se sentent à l'aise pour dire à leurs parents, quelquefois je ne suis pas d'accord, ou bien voilà. Et les parents sont peut-être plus tolérants
Parce qu'avant, la règle était stricte. Il fallait obéir quoi qu'il arrive. Oui. Avant, tu dis, avant, la règle, c'était respect et honneur. Voilà, c'est ça. Alors, et c'est là que je veux donner la parole à Yvelise, parce que toi, les gens qui viennent te voir, ils ont parfois des problèmes avec ça. Parce qu'ils ont une éducation, et puis il faut qu'ils adaptent cette éducation-là, ce qu'ils savent aux nouvelles pratiques. Et c'est pour ça qu'ils viennent te voir. Ils sont un petit peu déphasés, des fois, les parents. Oui, tout à fait. Alors, déphasage, certes, mais il y a aussi tout l'ambiance sociétale. Puisque je vais encore m'arrêter là-dessus. Certes, la communication, entre guillemets, est plus aisée, mais en même temps, elle est distendue. Et les éduquer actuellement, c'est compliqué, je veux dire. Oui, ça demande... oui, c'est plus... Enfin, c'est compliqué, ou je dirais... Non, parce qu'en fait, comme il y a une ouverture quand même sur le monde extérieur, les gens sont moins figés dans leur modèle personnel d'éducation, de ce qu'ils ont reçu. Mais le cadre... Il y a des gens qui cherchent ailleurs, il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui vont se former, il y a des gens qui écoutent des émissions de radio, de télé, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a une difficulté qui demande de l'aide. Moi, en tant qu'assistante sociale, quand un parent vient et dit, voilà, mon enfant, je ne comprends pas à l'école, etc., il a besoin d'être écouté. Ça m'est arrivé une fois, une dame, elle m'a appelé, elle avait un problème avec sa fille, au téléphone, j'ai pu l'écouter, j'en ai pu parler, je ne l'ai pas vue physiquement, mais je pense qu'elle avait besoin de trouver à un moment quelqu'un qui lui permette de comprendre sa situation. Mais le cadre éducatif avant était plus serré, plus strict. Ah oui, il était... Voilà. Mais est-ce que c'était forcément bien? Non, chaque époque a ses travers, chaque époque a... Bon, si je parle de cadre éducatif avant, c'était plus strict. Et les jeunes, les enfants évoluaient dans un cadre qui n'était pas que de la responsabilité des parents. C'était tout le monde, toute la société avait un regard. Donc c'est important ça. Oui, c'est important. Mais ce cadre-là, aujourd'hui, il n'est pas aussi strict. C'est sûr. Voilà. Sûr. Donc c'est pour ça qu'on pourrait dire qu'on pourrait identifier ce désir d'aller rencontrer, en tout cas, d'être écouté, quoi. Oui. D'être soutenu dans la démarche éducative. Oui. Aujourd'hui, l'éducation, fondamentalement aujourd'hui, c'est la famille, les parents, c'est l'école, c'est la rue. Et c'est les médias, les réseaux sociaux. Absolument. Et puis bon, quand on dit les réseaux sociaux, les médias, les amis aussi. Et puis les amis. Ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a des choses qui se passent sur les réseaux sociaux dont des parents pourraient ne jamais être au courant. Absolument. Absolument, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et donc tu dis, on va mieux, mais effectivement, il faut s'adapter à ça. Il y a d'autres risques. Il y a d'autres risques pour lesquels on n'a pas été préparé. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont débarqué, sont arrivés. La télévision est arrivée. Bon, avant, il y avait 2-3 chaînes. Maintenant, il y en a quantité. Des centaines. Et là-dessus, il y a un effet d'impact. Effectivement, c'est attractif, c'est séduisant. On ne voit pas le temps passer. C'est une distraction pour certaines personnes. Et c'est vrai que ça va amplifier. Il y a des adolescents qui sont en addiction aux réseaux sociaux et qui peuvent, quand on leur enlève leur appareil, casser tout dans la maison, des choses de ce genre. Mais j'ai envie de dire, pas seulement les adolescents, oui, je sais. Les parents aussi. Oui, aussi. Parce que, pas seulement les adolescents, parce que la question, là, j'ai l'impression qu'on se focalise précisément sur l'ado. Enfin, moi, l'ado, 14-15 ans, qui est dans sa chambre, qui fait ses affaires, qui regarde Netflix, qui regarde les plateformes, ou qui est effectivement sur WhatsApp, etc. Mais il y a les parents qui vont éduquer des enfants de 3-4 ans, qui vont donner, moi j'en ai vu, qui donnent un écran à un enfant de moins de 3 ans. Maintenant, on a des pubs de l'ARACOM qui disent attention, les enfants, pas d'écran avant 3 ans, pas d'écran avant 3 ans, messieurs et dames. Les parents, pour avoir la paix, viens prendre l'écran. Donc, ça n'est pas seulement une histoire. Donc, l'éducation aussi, aujourd'hui, l'éducation se passe dans d'autres termes, j'ai l'impression. Tu vois, c'est-à-dire, avant, on disait, bon, la famille élargie, les parents, les grands-parents. Mais j'ai envie de dire, les parents, effectivement, c'est marche ou crève pour le père, autorité, respect, etc. Aujourd'hui, il y a des parents, sans vouloir les culpabiliser, qui s'extraient de ça. Je suis sur mon truc, je suis machin, et je regarde mon écran, et le gamin là, maman. Non. Donc la communication, effectivement, à ce niveau-là, elle n'est pas là. C'est-à-dire que lorsque l'enfant... Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que toi, en tant que praticienne, coach conjugal, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi comment on fait évoluer? Qu'est-ce qu'il faut dire? Nous, on identifie que la communication est carencée dans la famille. Il va falloir travailler sur la communication. C'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas tellement simple parce qu'on s'est habitué à vivre avec tout cela, le téléphone, etc. Mais n'empêche, on voit le résultat. Le résultat, c'est que les enfants
à force d'être focalisé sur leur appareil, à force, les parents pareils, voilà, il n'y a pas de rencontre. Il faut qu'il y ait la rencontre. Oui, Marie-Michel, oui, alors la question enfin, des sociétés dans lesquelles nous vivons, c'est qu'en fait, les gens sont de plus en plus seuls. Oui. Ah oui. Et je me souviens, enfin, j'ai retrouvé un petit document il y a quelques années où finalement je m'étais rendu compte que progressivement, ça a commencé par le transport, transport collectif, les taxis pays où les gens se rencontraient, parlaient du quartier, racontaient forcément des choses forcément. Mais il y avait une vie collective, une vie sociale. Les réunions de famille où il y avait les premières communions. Les familles étaient plus nombreuses aussi avant, donc il y avait plus d'enfants, donc il y avait plus d'occasions de multiplier les rencontres avec les cousins, les cousines, etc., etc. Et le mode de vie au niveau financier, avant, les gens faisaient le sous-sous. Voilà. Après, on est passé à la carte bancaire. Moi, j'ai ma carte, tu as ta carte. Donc, finalement, mais c'est pas seulement ici, c'est d'un mondial. J'avais lu un article de quelqu'un de Grande-Bretagne. Et c'est ce qui est en train de se manifester. Alors que si on n'est pas vigilant, si on n'est pas conscient, et si on n'a pas commencé à comprendre et à s'interroger sur ma vie de famille, ce qu'elle est, qu'est-ce que je vais en faire, quel est le projet que j'ai pour mes enfants. Il y a des parents qui n'ont pas de télévision chez eux. Oui, c'est ça. Alors juste, attends. Oui, ils ont juste des films vidéo qu'ils projettent aux enfants. Alors c'est vrai que les enfants, ce qu'ils font quand ils vont chez mamie ou papy, bon, les grands-parents souvent ont le cœur faible et puis ils ont envie de faire plaisir à leurs petits-enfants. Donc là, ils font un petit plein. Mais pourquoi pas? C'est comme les enfants qui allaient chez les tatis ou les mamies, qui mangeaient des confitures et qui mangeaient quand les parents n'étaient pas là. Mais je vais poser une question bête peut-être. Là, on est en train de parler, parce qu'on parle presque de l'évolution, et je suis partie de ce que j'ai trouvé dans ton livre, honneur et respect. Oui. C'était les règles. Et toi aussi, tu en parles d'ailleurs. Ah oui, honneur et respect. Oui, tout à fait. Mais quand on le dit, on a l'impression qu'avant, il fallait ça et que c'était bien comme ça. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'il faut ça? Est-ce que finalement, c'est quoi l'enjeu que la famille fonctionne bien? C'est quoi l'enjeu de l'éducation? C'est quoi l'enjeu? C'est que notre société aille bien, c'est ça? Bien sûr. Okay. Est-ce qu'il faut ces règles-là? Est-ce qu'il faut que les enfants... Je veux dire, parce qu'on est aussi dans une ère, parce qu'on parlait de mondialisation, on parlait des réseaux sociaux, c'est l'individualisme, donc la solitude et l'individualisme, et puis la liberté au nom de cet individualisme. Je suis libre de faire sauver. Attends, mais de quoi tu te mêles? Je vois le petit garçon, il faut dire bonjour, mais pourquoi tu dis ça à mon enfant dans la rue? J'ai le droit de dire à l'enfant de l'autre qu'il faut dire bonjour et au revoir. Je te dis que moi je le fais d'ailleurs, messieurs et dames, quand je vois vos enfants de 3 ans. Est-ce qu'il faut que je le fasse ou bien non, c'est pas mes affaires? Il faut le faire. Et c'est pas utile. On ne peut pas fonctionner sans Non, mais peut-être qu'on peut dire, mais Puchizuka dit, maman, elle a dit bonjour. Est-ce que c'est utile qu'un enfant dise bonjour à un adulte? Oui, mais parce que maintenant l'enfant est considéré comme mon enfant et non pas l'enfant du quartier, l'enfant du groupe, l'enfant de la communauté. Avant, un enfant faisait partie de la société, donc il devait respecter tous les adultes de la société et tous les adultes de la société avaient un pouvoir sur lui aussi. Ma question, c'est précisément, donc on était avant, jeudi jour 2022 et puis tout ça qui a roulé, ça, est-ce que ça utile? Oui, c'est utile. Dans la société, nous, Martiniquaises, qui en 2022, tradition, modernité, mondialisation, insularité, est-ce que ça utile que Timon m'a levé à notre famille, que yo dit yo, monsieur, tu dis bonjour à un adulte? Oui, c'est utile, évidemment c'est utile. Parce que ni des gens qui disent ça, ça pas utile. Oui, parce qu'il y a des personnes qui, elles, peut-être ont souffert de trop d'exigences et qui leur a été douloureuse. D'accord. Donc, ils ne veulent pas que leurs enfants... Oui, mais ça, toi, tu es gentil, elle est gentille. Non, je ne suis pas gentille. Tu n'es pas dans le normatif. Non, parce que je sais que la vie, nous ne sommes pas... Même nous-mêmes, nous évoluons. Aujourd'hui, ce que je dis aujourd'hui, il y a peut-être 10 ans, je ne l'aurais pas dit parce que je n'avais pas encore pris conscience d'un certain nombre de réalités. Mais tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, on est en train de parler de la réalité. Et c'est vrai qu'on n'est pas là pour dire le droit, quoi. C'est pas ça. Moi, je me fais l'avocat du diable, je veux comprendre, en fait. Tu vois, je veux comprendre. Et toi, tu me dis, oui, c'est utile. Mais oui, c'est utile. Il n'y a pas d'équilibre familial, il n'y a pas d'équilibre sociétal, s'il n'y a pas de cadre, s'il n'y a pas... Attendez, mais c'est important. Alors, s'il n'y a pas de cadre, oui, mais je pense que si le cadre est imposé et que les gens n'y adhèrent pas, c'est comme si on n'avait rien fait. C'est-à-dire que je crois que là maintenant qu'on parle, ça me vient l'idée, qu'il y a besoin de faire la rencontre entre effectivement l'intérêt du cadre avec des personnes qui elles-mêmes ont souffert de trop de cadre. Non, certes. Alors, parce qu'à ce moment-là, on va comprendre que d'écouter la souffrance de cette personne. Une fois qu'elle en sera libérée, elle pourra comprendre
l'importance du cadre. Mais parce que c'est ce qui se passe, on a parlé du film tout à l'heure, les agressions. Bon, je pense que tous les gens qui passent à l'acte violent, ils savent bien que c'est pas normal, mais ils passent quand même, parce que ça veut dire que dans leur vie, il y a quelque chose qui n'est pas en état. Mais je suis d'accord avec ça. Toi, tu es déjà à la deuxième étape. Moi, j'en étais juste à la première, pour valider avec vous, parce qu'à l'heure, aujourd'hui, on a l'impression que toutes les valeurs, tous les repères sont mouvants, quoi. Donc moi, je me pose la question vraiment en me faisant la naïve de service, mais au fait, est-ce qu'il faut dire bonjour à un adulte? Oui, non, c'est bien, c'est pas bien. Et voilà, donc toi, tu me dis oui. Est-ce que cet élément-là de valeur est mouvant, est mobile? Est-ce qu'on s'en accommode? Est-ce qu'on s'en accommode? C'est pas parce que la société, justement, est en train de dériver qu'il faudrait qu'on se dise qu'on veut faire sauter toutes les verrous. Moi, je dis que, excuse-moi, je dis que non, il est important qu'on puisse amener l'enfant, la famille, à fixer les valeurs. Sinon, on va où là? Donc, dire à un enfant, par exemple, demander à un enfant de dire bonjour, c'est la base éducative. Pour moi, c'est la base de la relation. Ben oui, mais c'est la base. Pour moi, c'est juste la base de la relation. Je ne te connais pas, on n'est pas des bœufs, bonjour. Mais c'est la base. Oui. Et quand ça a du sens pour la personne. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire bonjour comme ils diraient un gros mot. Donc, moi, je crois que c'est le sens que ça a derrière ça. Parce que faire pour faire, on connaît bien des gens qui font rien et puis une fois qu'on a d'autres. Mais si on parle d'éducation, l'éducation, ce n'est pas juste lorsqu'on a 15 ans. L'éducation, c'est un processus. C'est ça. Donc, par conséquent, c'est depuis l'enfant au berceau qu'on l'amène à tout ça. Donc, c'est évident. Donc, par conséquent, le sens est là. S'il est accompagné, il y a un sens qui est là. Si le sens est là. Mais si pour le parent, ça n'a pas de sens, et c'est ça qui arrive dans beaucoup de domaines, on voit des personnes qui ont des comportements, on se rend bien compte que sans doute, ça a manqué dans leur éducation. Mais ça a manqué pourquoi? Parce que peut-être que leurs parents, les personnes qui les ont élevés, peut-être ils ont plus souffert que de recevoir une éducation qui leur a fait du bien. Alors, parce qu'il y a ça aussi. L'éducation d'avant qui était quand même relativement violente, les châtiments corporels. C'est pas seulement dans notre société, là aussi, il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. Bon, maintenant, on se rend compte que les gens qui ont utiliser les châtiments corporels, eux-mêmes avaient été maltraités comme si ce n'était pas possible. Et ils avaient un déni. Alors, il y a Alice Miller qui a beaucoup travaillé là-dessus. C'est une femme qui était médecin et qui a travaillé sur justement la souffrance des enfants. Elle met en évidence que souvent les parents étaient eux-mêmes des victimes et ils ont transmis ce modèle, ils ont intériorisé ce modèle en disant si je ne donne pas des cours à mon enfant, il ne sera pas bien élevé. Donc c'est pour ça que je dis que les choses sont quand même plus complexes quelquefois et que l'histoire de chacun peut expliquer. Et puis il y a des gens du jour où ils se sentent écoutés, où ils se sentent compris, vont peut-être sans même s'en rendre compte laisser tomber les comportements d'opposition, de refus, de fuite, parce que tout d'un coup, ils se disent, il y a quelqu'un qui fait attention à moi, ou moi-même, ou alors je vis une expérience où je suis reconnue, où je suis considérée. Dans notre société, c'est très, très, très important. J'ai quand même envie de dire que, pour établir un petit peu la discussion, il y a quand même des familles qui résistent. Il y a des familles qui, effectivement, qui fonctionnent dans le sens que nous souhaitons. Donc, ces familles-là, malheureusement, on ne les entend pas souvent. On est peut-être plus axé sur le « ça va pas », que ça va. Donc on a quand même des familles, je rencontre des familles qui font le job, on va dire. Donc à ces familles-là, il va falloir peut-être qu'on leur permette de dire comment elles fonctionnent. Vous avez des parents qui sont investis, qui sont conscients de leur rôle de premier éducateur, et puis qui font le boulot comme il faut. Donc, voilà. Mais toi, alors, les familles qui viennent te voir, donc on a parlé de l'influence effectivement des nouvelles technologies sur leur incompréhension, donc ils te demandent conseil. Et tu leur dis quoi alors? C'est quoi la règle? Alors, manifestement, pour toi, il y a des valeurs qu'il faut affirmer. C'est quoi ton fonctionnement et les conseils que tu prodigues? Alors, je Marie-Michel, on est bien d'accord. Hein. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit, qui que ce soit. Donc, c'est un processus. C'est une rencontre déjà. C'est un dialogue qu'on va ouvrir. C'est une communication. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, j'ai envie de dire que les gens qui viennent me voir vers Marie-Michel, en général, ils ont déjà leur solution. Il faut juste leur permettre déjà d'identifier leur situation et ensuite les amener à ce que même découvrent leur solution, parce qu'ils ont leur solution. Je n'ai pas de baguette magique pour dire c'est ça. Non, pas du tout. Donc c'est le dialogue, c'est la communication. Quelquefois, c'est une situation temporaire. Voilà, je suis perdu ponctuellement dans une situation où je ne maîtrise pas. J'ai mon enfant qui a 15 ans, adolescent, voilà, petite fille, petit garçon, ça se passait très bien. Voilà, mon rôle des parents était bien situé. Il évolue à l'adolescence, et voilà, je ne comprends plus. Donc, ce parent-là a simplement besoin qu'on lui permette de rencontrer son enfant.
Comment on fait avec ces jeunes d'ailleurs au collège, 14, 15 ans, c'est vrai que la classe de 4e, 5e, 4e, c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais oui, c'est l'adolescence. Alors là aussi, voilà quelque chose dans notre société. Enfin, je ne sais pas actuellement comment ça se passe, mais avant, l'adolescence arrivait, c'était quasiment, on n'en parlait même pas. Les filles, on savait qu'elles auraient leurs règles, bon, ben, c'est tout, on leur disait ça un jour et puis ta vie continue. Bon, maintenant, il y a une éducation, il y a des informations, mais ça reste quand même encore un sujet très, je ne dirais pas tabou, mais délicat, parce que c'est des questions qui touchent au développement, à la relation humaine, à la question des grossesses précoces, etc., etc., même s'il y en a de moins en moins, il ne faut pas non plus dramatiser là-dessus. Mais en fait, et puis il y a effectivement toutes les connaissances que les jeunes découvrent par eux-mêmes, dans des conditions sur lesquelles les parents n'ont pas vraiment de prise. Enfin, certains parents n'ont pas de prise. Mais je crois aussi beaucoup qu'il y a effectivement à imaginer, peut-être, ou peut-être qu'il y a des gens déjà qui le pratiquent, à mettre en place très tôt une éducation à la connaissance de soi depuis la petite enfance. Parfaitement. Où les enfants se découvrent en étant garçon, en étant fille, et puis en grandissant. Et puis la puberté, elle est vécue très différemment selon les enfants et les adolescents. Hein. Il y en a qui la vivent avec pas mal de secousses, parce que l'histoire familiale aussi est derrière. S'il y a quelque chose que j'ai vraiment compris depuis ces dernières années, au-delà des études purement, je dirais, universitaires, c'est que l'histoire familiale, elle nous dépasse. C'est celle de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. On parle maintenant beaucoup de psychogénéalogie et c'est pas rien, parce qu'on se rend compte qu'il y a une transmission qui existe, y compris de maladies ou de troubles, ou encore du rapport à l'argent, qui viennent de l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Mais le lieu où se résout cette difficulté, c'est où? Alors, le lieu, ce sont les professionnels qui ont déjà étudié ces questions et qui se sont spécialisés dans ces domaines. Et puis, il y a des ouvrages, il y a des documents qui permettent quand même d'ouvrir une petite fenêtre en disant, effectivement, jusque-là, je pensais que, je ne sais pas, que le fait de ne pas pouvoir faire des économies, ou au contraire, le contraire, de ne pas vouloir trop dépenser, c'était moi. Et puis j'apprends que dans ma famille, il y a eu quelqu'un qui a été spolié, on lui a tout pris, etc. Bon, dans notre histoire collective ici en Martinique, l'argent, c'est quand même les esclaves étaient achetés. Donc le rapport à l'argent, il est là, il est un peu mystérieux et en même temps ambivalent, parce que effectivement c'est nécessaire, mais en même temps on considère que ceux qui ont beaucoup d'argent, ce sont ceux qui sont les plus heureux. L'argent ne fait pas le bonheur, on y contribue, mais voilà, pour dire que la vie humaine, en fait, les relations humaines sont plus subtiles, je dirais, que ce qu'on nous dit en général. Donc les lieux, c'est pas, bien sûr, il faut enrichir, c'est tous les lieux où les enfants se rencontrent. Au sport, à l'école, fondamentalement la famille, voilà, à l'église aussi, partout ils se rencontrent. Parce que partout, ils sont face à des adultes. Et chaque adulte est censé être l'éducateur du jeune, voilà. Donc c'est partout où l'enfant vit, en somme, la société, quoi. Donc d'où le regard que tout le monde devrait avoir. Oui, tout le monde devrait avoir. Oui, parce qu'en fait, là aussi, enfin, nous sommes des professionnels, donc c'est vrai que pour nous, c'est une banalité, je dirais, c'est de l'ordre de l'ordinaire. Mais pour beaucoup d'autres personnes, bon, c'est comme pour moi, d'autres domaines, le commerce, par exemple, pour moi, c'est quelque chose qui m'est complètement étranger. Bon, tant qu'on n'a pas été formé, qu'on n'a pas été sensibilisé, eh bien, c'est difficile vraiment de s'y retrouver, surtout quand il s'agit de sa propre famille, parce qu'on a quand même des liens du sang, on a des histoires communes. Donc, quelquefois, il peut se passer des années avant qu'on arrive à se mettre d'accord et se comprendre et à s'accepter. Une question, Yves-Lise, le Family Challenge. Family Challenge, qu'est-ce que c'est, le Family Challenge? Alors, Family Challenge, c'était déjà une école, une association école, que j'avais créée en 2010. C'était justement pour répondre aux besoins, aux attentes de ces familles que j'accompagne, depuis fort longtemps. Et donc, il y avait la rencontre des familles, des jeunes en échec scolaire. C'était pour permettre le brassage à la fois des parents, des enfants, voilà, et des professionnels. C'était un lieu de rencontre où on pouvait, entre guillemets, c'est-à-dire que ma méthode, puisque j'ai mis en place un Family Challenge, j'ai une méthode d'accompagnement global de la famille, qui était de partir effectivement des compétences parentales, des compétences des jeunes, pour pouvoir amener justement à la résolution de leur situation. Ça rejoint d'ailleurs le REER, ça.
Ça rejoint donc le réseau d'échange réciproque de savoir. Oui, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Oui, non. C'est quoi le RERS? Alors, les RERS, ce sont les réseaux d'échange réciproque de savoir. Donc, je disais qu'ils ont été créés par Claire Marc et Hébert Suffren et qui reposent sur des idées toutes simples. Chacun sait quelque chose. Ben oui, c'est ça. Chacun peut apprendre à quelqu'un ce qu'il sait. On peut transmettre son savoir. Quand on transmet son savoir, eh bien, on ne le perd pas. Et voilà les idées principales. Et puis le réseau, c'est le lieu où vont se retrouver les personnes qui acceptent de donner et de recevoir. Pas uniquement de donner parce que je sais, j'ai fait des études, etc. Donc je peux transmettre à ceux qui veulent bien, mais j'accepte aussi de recevoir de quelqu'un d'autre. Et on crée à ce moment-là, comme on dit, une parité. Toute personne qui est membre du réseau, il y a à la fois donneur et il va recevoir aussi. Et donc tu as travaillé donc, dans ce cadre-là, dans le cadre d'établissement scolaire. Donc ça passe par quoi? De la mise en place de méthodes? Alors ce qui s'est passé, c'est effectivement, quand j'ai connu cette démarche, c'était dans le cadre justement d'une formation personnelle éducation nationale. Et il m'a semblé évident qu'il fallait pouvoir permettre à des collégiens, à des lycéens de vivre cette expérience. Et j'ai eu la chance de trouver les chefs d'établissement, en particulier à Sainte-Marie, et qui, à l'époque, c'était les emplois jeunes. Donc, on avait la possibilité aussi de recruter des personnes et qui ont fait un travail remarquable en étant à la disposition des élèves qui le souhaitaient, donc à l'interclasse essentiellement le midi. Et les enfants ont fait des échanges de savoirs. Et à l'époque, ce qui m'avait surprise, les savoirs qui étaient le plus demandés, c'était la cuisine et l'informatique. Tradition et modernité. Et là aussi, je me suis rendu compte qu'avant, dans les familles, tout le monde apprenait un petit peu la cuisine. Et puis, c'est un savoir qui a quasiment disparu, puisque les familles, maintenant, le mode de vie est différent. Voilà. Donc, maintenant, ça peut-être que les choses auraient changé actuellement. Mais ce qui a été intéressant, c'est que les élèves qui venaient le faisaient spontanément. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas obligés, ils venaient s'inscrire, souvent parce qu'ils avaient un camarade qui leur en avait parlé. Et souvent, dans les réseaux d'échange en général, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, tu as expérimenté aussi des sessions avec les jeunes pour qu'ils parlent, pour qu'ils expriment leurs émotions. C'est vivre le bien-être. Alors, vivre le bien-être dans sa classe. Alors là, c'est notre pratique que j'ai créée avec une collègue, Nicole Payette, assistante sociale comme moi à cette époque, parce que nous rendions compte que finalement, certaines problématiques comme l'absentéisme, comme les élèves indisciplinés. L'élève, on le recevait dans notre bureau tranquillement, il était gentil, etc. Une fois qu'il était reparti dans la cour, dans la classe, rien n'avait changé. Et puis, comme nous connaissions, c'est la pratique des réseaux d'échange réciproque de savoir, nous avions fait aussi des formations au cadre de la respiration, de la gestion du stress. Progressivement, nous avons expérimenté un programme, nous avons créé un programme, et puis qu'on a expérimenté, et puis on s'est rendu compte que ça permet à des élèves de mieux se connaître en classe, d'avoir des relations, de se connaître de personne à personne et non pas un tel est comme ci, comme ça, d'apprendre à gérer leurs émotions et leur stress et de commencer, malheureusement on n'avait pas le temps de leur permettre vraiment de faire des échanges de savoir, mais de pouvoir dire je réussis à apprendre en classe et j'aimerais réussir à apprendre. D'accord. Et ça a été une expérience qui est encore d'actualité. Et chaque fois, je me rends compte qu'entre-temps, il y a 2 autres collègues qui nous ont rejointes. Il y a Micheline Chams qui a été vraiment une collègue qui nous a nous a dit non, on continue, parce qu'il y a des moments de découragement quand on commence ce genre de projet, qui est presque un défi, quoi. Et puis notre collègue Valérie Jeanne aussi, qui elle a vraiment s'est embarquée et a développé ça dans son secteur dans le nord Atlantique, quoi. Et puis entre-temps, d'autres personnes qui commencent à s'y intéresser. Et du coup, c'est vrai que ça nous donne l'idée que c'est pas seulement les enfants, c'est pas seulement les adolescents, c'est aussi toute personne humaine dans un quartier, dans une association, dans une entreprise. Il y a des échanges de savoir qui se sont faits dans une entreprise à la Poste en France il y a une dizaine d'années aussi, où les gens ont pu échanger des savoirs entre personnels. Ok. Il nous reste 4 minutes d'émission. Ça passe vite, hein? En question rituelle dans l'émission, quel est l'homme qui t'a le plus influencé? Moi, je vais sur le terrain de la foi, c'est Jésus. Voilà. Et au niveau de, la société, Aimé Césaire, par exemple. Pourquoi? Parce qu'Aimé Césaire, c'est l'homme cultivé, il a apporté une science. Il nous a élevés justement de prendre conscience de notre condition déjà,
et puis se dire qu'on peut aller au-delà d'une condition qui pourrait peut-être nous brimer, et nous a amené aussi à la culture, à se dire qu'à travers la culture, on peut se recentrer, se ressourcer. J'aime bien Yves, elle dit ça en faisant des gestes de ballet, tu sais. Maman, hein? Ouais, tu danses, tu danses, quand tu as fait une espèce de geste là, j'entendais le son du tambour. N'est-ce pas? Mais voilà. Mais ça, c'est nécessaire, entre autres. Ah, voilà, tu as vu, tu as joué le geste à la parole. Entre autres. Marie-Michel, quel est l'homme qui t'a le plus influencé? Il y en a 2 ou même 3. Oui, tu as le droit, tu dis. Voilà, je donne 3 parce que bon, je pense que c'est. Alors, le premier, j'étais animatrice de centre de vacances. C'était pour ça aussi que je me sentais à l'aise dans les milieux scolaires. J'ai d'abord été animatrice de centre de vacances. Et la première colonie de vacances où je suis allée, le directeur, j'avais des petits enfants de 6 ans, des petits garçons très, très vivants, je dirais. Et bon, comme j'avais été martiniquaise et élevée en disant, toi, tu t'arrêtes. Et il m'a dit très gentiment, celui qui bat un enfant est un lâche. J'ai dit, ah, mais il a raison. Wow. Et ça m'est resté. Donc, du coup, j'ai compris. La deuxième personne, c'est aussi un homme, c'est Rémi Filiosa, c'est un psychologue. J'ai participé à une formation qu'il animait. À l'époque, c'était sur un programme de développement affectif et social. Et quand j'arrive dans cette formation, il commence par nous dire, votre enfant vous revient de l'école et il nous dit, je ne veux plus aller à l'école. Qu'est-ce que vous faites? Alors, moi, partie comme avec la formation, je dis, eh ben, je vais faire ci, ça. Il nous dit, non, vous l'écoutez, comment tu te sens? Quelle émotion? Et ce jour-là, j'ai compris que l'émotion, ce n'était pas de la théorie. Non. Ça passait par le corps. Bien sûr. Et j'ai commencé vraiment à me passionner pour les émotions, ça fait une bonne vingtaine d'années. Et je trouve que plus je vais dans la société, dans beaucoup de domaines, si on n'est pas conscient de ses émotions, si on n'apprend pas à exprimer ses émotions d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans l'activité physique, dans le sport, dans le dessin, la musique, le chant, peu importe le jardinage, en étant conscient, nos émotions peuvent nous conduire à faire des choses pas possibles. Voilà. Et puis le dernier, c'est Alexander Lowen, qui est un Américain, médecin, qui lui, dans son livre, il a écrit un livre, le nom m'échappe, et lui, il s'est intéressé justement à l'émotion, mais d'un point de vue justement de l'expression de la colère en particulier. Donc c'est un livre où il y a beaucoup d'exemples, d'exercices que lui a pratiqués pendant des années, parce qu'il sentait qu'il dans sa vie, et puis du coup, il a repris conscience de l'événement de sa vie qui s'était passé. Comment il s'appelle? Alexander Lowen. La joie retrouvée, voilà, ça s'appelle. La joie retrouvée. La joie retrouvée. Okay. Voilà, donc ces trois personnalités, je trouve, m'ont permis de franchir des étapes et de progresser dans ma connaissance de moi-même et puis de mon travail et de la société. Jingle, le mot de la femme. Le mot de la fin. Voilà, il nous reste 30 secondes. Ce sera quoi, Yves-Lise, pour toi, le mot de la fin? Eh bien, vive la famille, quoi. Vive l'accompagnement, enfin, tous ceux qui sont autour de la famille, tous ceux qui œuvrent justement pour le bien-être familial, eh bien, encouragement, quoi. Et pour toi? Moi, merci pour ce partage et cet échange. Et puis, pour les personnes qui nous regardent, leur dire, profitez du temps que vous avez de la vie pour partager, prendre soin de vous et de vos émotions. On n'en a pas parlé, mais c'est un peu ça. Hein, mais c'est exactement ça. Voilà, l'un de mes ouvrages, prendre soin de soi. Se sentir bien pour prendre soin des siens. Voilà. Merci, mesdames, d'être venues sur le plateau. Merci, Yves-Lise. Merci, Marie-Michel. Merci à vous de nous avoir suivis, téléspectatrices, téléspectateurs de Forme sur Zitata. Je vous retrouve pour un prochain épisode de Forme avec des femmes tout aussi inspirantes. À bientôt, merci. Femme. 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 Femme.